Hey, bienvenue dans une nouvelle vidéo. C'est la deuxième partie d'une vidéo précédente sur les choses qui me rendent happy en fiction, en littérature. Et dans la première partie, je parlais des choses assez générales, des pratiques littéraires plutôt. Et là, je voudrais me concentrer plus dans le contenu, notamment au niveau des personnages et des relations. Je trouve que ça peut être assez intéressant parce que ça met en avant, là, surtout dans cette deuxième partie, ça met en avant des personnages que j'adore. J'ai pas forcément cité précisément des personnages, mais surtout des archétypes de personnages que j'adore particulièrement, qui me rendent hyper heureuse, qui me font fondre, qui me font craquer. J'ai listé un peu, mais peut-être que j'ai pas pu tout lister, parce que voilà, j'ai pu oublier quelques trucs, et si ça me revient et que il y a moyen que je fasse une deuxième partie de ça, bah je referai. N'hésitez pas vous non plus à me partager que ce soit des personnages précis que vous adorez, qui vous rendent heureuse, ou juste également des archétypes de personnages, des archétypes de relations. Donc au niveau des personnages, j'ai marqué les personnages maladroits, constipés socialement. Alors, je peux mourir pour ce genre de personnage, hein. En fait, ce genre de personnage qu'on peut nommer un peu tsundere, c'est-à-dire qui, sous couvert d'un air assez grincheux, en fait, ils ont un cœur tendre, tu vois. Mais je veux que ce soit maladroit, mais pas exagéré, mais où c'est relatable, parce qu'ils ont du mal à exprimer leurs sentiments de manière verbale ou de manière physique, parce qu'ils sont timides, ils sont embarrassés, ils n'ont pas l'habitude, ils n'ont pas beaucoup de social clues, mais ils arrivent quand même à faire preuve de sollicitude à travers des gestes et des actions. Et ouais, ils ont une certaine pudeur peut-être dans leur comportement. Il y a Zuko par exemple. Zuko dans Avatar, le dernier maître de l'air, plus il évolue et plus il est socialement constipé, tu vois, et j'aime trop. Et émotionnellement constipé aussi comme personnage. Là j'ai pas en tête, je sais plus, je sais pas, mais j'aime trop parce que je le suis. Je suis socialement et émotionnellement constipée. Je suis très pudique en fait, j'ai du mal à exprimer, mais bon, on va arrêter de parler de moi tout de suite parce que ça commence à être un peu gênant pour moi. J'aime trop parce que je trouve que c'est hyper réaliste et du coup ça met en avant un profil de personnage très attendrissant, assez touchant, où voilà, ils vont faire des erreurs, ils sont maladroits, ils peuvent peut-être envoyer les mauvais signaux parce qu'ils ont l'air peut-être, je sais pas, condescendants et tout, mais en fait ils font de leur mieux et c'est juste qu'ils savent pas comment exprimer l'amour qui déborde d'eux et je trouve ça trop mignon. Et j'aime trop relate à ce genre de personnage très awkward avec, vous savez, je sais pas comment on dit, mais la gêne indirecte que tu ressens, le second hand embarrassment que tu ressens quand ils sont dans une position, mais quoique ça me rend pas vraiment happy parce que parfois c'est tellement gênant, tu sais, quand ils se mettent dans une situation mais tellement malaisante et tu le ressens toi-même et toi, mais c'est... C'est l'embarras, c'est horrible. Voilà, j'ai juste envie de hurler, mais je me sens moins seule parce que je me fous moi-même dans la vraie vie, dans des situations tellement gênantes. Et du coup, là, je me dis, il y a des persos, même s'ils sont fictifs, ils se sont mis dans ce genre de situation aussi. Du coup, j'ai l'impression qu'on est dans le même caca. Et du coup, ça me rassure un peu, quoi. Oh, j'aime trop. Alors, ces personnages, en fait, ils me rendent heureuse parce que ils méritent tout le bonheur du monde, tu vois, et ils donnent foi en l'humanité, mais ça me déchire également le cœur parce que ce sont des personnages qui peuvent pas mal souffrir. J'aime trop ce genre de personnages altruistes, je sais pas comment dire, mais ils montrent leur gentillesse de manière détournée, sans en faire vraiment cas, comme si c'était normal, c'était naturel pour eux de faire ce genre d'acte héroïque, ce genre d'acte altruiste, mais ils font passer ça au second plan et du coup parfois toi-même tu le remarques pas forcément. J'ai un très bel exemple, il y a Buccinetti dans Jojo's Bizarre Adventure, je vais pas spoiler, mais c'est mon personnage préféré de tout le Jojoverse. C'est un personnage qui a l'air assez dur, voilà, qui est dur parfois, c'est un mec de la mafia, mais plus t'avances et plus tu te dis que ce mec c'est vraiment l'incarnation de la bonté, de l'empathie, de l'héroïsme, et en fait il va faire un truc et ça va minimiser sa souffrance à lui. Ça minimisait tellement que ça en parlait pas. Ça la mettait pas en lumière et du coup je me disais bah il a l'air de bien se porter, il a l'air d'aller bien. Pendant tout ce temps il continue à sauver des gens, à risquer sa vie, à se blesser, se torturer, enfin vraiment horrible. Comme il se plaignait pas, et bah ça mettait tout ça en arrière parce que tu remarquais pas forcément, parce que du coup tu te disais il a l'air d'aller bien, mais en fait non, il est en train de souffrir mais il en parle pas. Et il accomplit sa mission mais comme si c'était quelque chose de normal quoi, vraiment sans rien attendre en retour. Et ce genre de personnes, mais comme Nico dans Percy Jackson, ce genre de personnes qui font des choses mais tellement courageuses, tellement héroïques et qui font passer ça comme si c'était rien du tout. Ce genre d'acte héroïque, mais les gens ils le perçoivent pas forcément. C'est juste quelqu'un qui est un héros dans son coin et qui veut pas forcément la reconnaissance. Je trouve ça trop touchant. Voilà. Genre,
j'ai envie de dresser des autels pour eux. J'aime trop, ça me rend trop happy, mais après je pleure également. Ce genre de personnage auquel tu t'attaches via l'humour des situations, l'humour de l'histoire. Au début, ils paraissent, je sais pas, assez flemmards, assez lâches, ils ont des défauts, ils semblent très légers comme personnages. Et plus on avance dans l'histoire, et plus ils se révèlent mélancoliques, et plus t'as des parcelles dans leur passé, dans leurs blessures qui sont encore béantes peut-être. Et c'est ouf. En fait, c'est comme si tu rencontrais de vrais camarades qui deviennent de vrais amis et des gens, des partenaires de vie. C'est comme une rencontre IRL au début, voilà, tu passes juste de bons moments avec eux. Je pense à Gintama, à tous les personnages de Gintama, c'est exactement ça. Tu passes de bons moments avec eux, ils sont drôles, ils te font marrer, c'est léger. Et en fait, plus tu avances et plus tu es confronté à des situations plus sérieuses et tu les vois shine, tu les vois briller dans ce genre de situation et tu vois comment ils sont courageux, comment ils sont forts, résilients malgré tout ce qu'ils ont vécu. Et tu découvres ce qu'ils ont vécu et du coup, tu apprécies encore plus leur humour dans le présent parce que tu te rends compte que la lumière qu'ils ont en eux, ce côté très solaire, et bah c'est une force parce que ils ont encore des blessures, ils ont encore pas mal de choses horribles dans le passé qui les hantent, mais ils arrivent quand même à être debout et du coup t'apprécies encore plus leur force et tu te sens encore plus proche d'eux, tu te sens encore plus investi, concerné par leur combat intérieur notamment, et donc ils deviennent de véritables amis fictifs quoi. Et j'aime trop ce processus, voilà, cette progression dans la familiarisation d'un personnage. Et ça regorge tellement de surprises, ce genre de choses, parce que tu pleures alors que tu t'y attendais pas, et t'es attendri, t'es ému, t'es bouleversé alors que tu t'attendais pas. Et Gintama, c'est vraiment ça, quoi, des personnages traumatisés, mais qui sont tellement drôles, qui arrivent à avancer, et qui... Voilà. Pour approfondir un peu ce point, ce genre de personnages, ils ont subi tellement de choses, mais ils arrivent à rester gentils. Shelian dans Heaven Official's Blessing, Grimmer dans Monster, enfin Grimmer, enfin c'est littéralement ça, le fait que par rapport à ton passé, en dépit de ce que tu as traversé, et je vais pas spoiler, mais voilà, Grimmer il lui manque des choses, et il choisit de faire le bien, et c'est d'une beauté, c'est ouf, cette résilience qu'ils ont chez Hélène, Grimmer et tout, moi ça me touche de ouf, et en fait plus j'avance dans la vie, plus je vieillis et plus je suis sensible à la gentillesse, à la bonté des personnages. Avant, je considérais ça comme une qualité par défaut chez les héros. Quand tu dis qu'un personnage, ouais, bah j'aime bien parce qu'il est gentil, ça semble un peu bateau, mais en fait, c'est la manière dont c'est décrit cette gentillesse-là par rapport à leur passé, leur histoire, par rapport aux épreuves qu'ils ont traversées, par rapport à leur vulnérabilité, par rapport à ce qui a cultivé cette gentillesse en eux et ce qui les motive à préserver cette gentillesse en dépit d'un monde qui peut se révéler affreux, cruel, impitoyable envers eux, envers les autres. Je trouve ça... Ah mais c'est tellement magnifique. Voilà. J'arrête de m'appesantir dessus parce que c'est pas le sujet, mais c'est l'un de mes sujets préférés. Et si vous avez ce genre de personnage à conseiller, n'hésitez pas parce que j'aime trop. J'aime trop les personnages assez jeunes, genre adolescents, enfants, qui incarnent la lumière dans l'œuvre, qui, à leur jeune âge, débordent d'insouciance, qui sont des rayons de soleil et qui apportent une véritable fraîcheur dans la manière de voir les choses, qui permettent notamment à des adultes, à leurs compagnons adultes, de prendre du recul sur des choses, parce que nous en tant qu'adultes, enfin, moi en tant que lectrice adulte, je me projette, voilà, je me reconnais dans les personnages plutôt adultes, et du coup avoir, comme dans Barakamon, genre t'as Naru, ou Gintama, Kagura, ou Yotsuba dans le manga éponyme, et bah t'as ce genre d'enfants ou d'adolescents, d'adolescentes qui apportent une manière de voir les choses qui est tellement optimiste, lumineuse, qui te donne de la force et qui te permet de relativiser sur les choses parce que t'es tellement englué dans la société adulte, dans les injonctions, dans les dictats, etc. que t'as du mal peut-être à prendre du recul par toi-même et à juste voir la vie de manière simple mais tellement précieuse. Et Barakamon c'est tellement ça, ah c'est trop bien. Voilà, donc j'aime trop ce genre de personnages, ça fait trop du bien, en plus la plupart du temps ils sont trop mignons et tout, et ça fait tellement chaud au cœur. Alors, c'est pas que ces personnages-là que je vais citer me rendent happy, mais j'aime beaucoup cet archétype de personnages, mais en général ils me font énormément souffrir. J'aime trop ce genre de personnages qui sont méchants, en tout cas qui commettent des choses criminelles, des choses qui te révulsent, mais qui par ça bousculent tes repères éthiques parce que t'arrives quand même à comprendre pourquoi ils ont agi comme ça et du coup t'es paumé, tu sais pas quoi ressentir pour eux, tu ressens un mélange de répulsion, de haine, de ressentiment avec de la tendresse
de l'empathie, de la compassion. Dans Desperate Empress, Terrain, ça c'est le dernier en date qui m'a provoqué un tel déchirement. Et j'aime trop parce que tu sais pas, enfin t'es en mode mais c'est ça l'être humain en fait, c'est bordélique. Et c'est tout emmêlé et tu peux être le fruit d'autres choses, d'autres monstres, mais du coup t'es pas 100% fautif, mais en même temps c'est impardonnable ce que t'as fait, enfin bref. Et ou alors dans Monster, Yuan, pendant longtemps je me disais ouais c'est un monstre, enfin, c'est genre Monster, mais en fait non, plus t'avances et plus tu découvres que le monstre dans le titre c'est pas juste Yuan en fait, c'est chacun a un monstre en lui et chacun se conduit de manière différente avec ce monstre là. Et qu'on peut ne pas rester un monstre toute sa vie. Et parfois, il y en a d'autres qui deviennent des monstres contre leur gré. Enfin bref, ça nous met face à la complexité de l'humain. Ce sont des personnages qui te bousculent où t'es en mode... Voilà. Ou dans Heaven Officious Blessing, le Blackwater Arc, l'antagoniste Blackwater, il m'a... Genre c'est le genre de personnage horrible qui a commis un truc horrible. J'ai jamais ressenti, je crois, une blessure pareille. Ça a été assez unique comme expérience. Mais je me dis, j'aurais sûrement réagi comme lui, peut-être. Non, peut-être pas comme lui, mais j'aurais ressenti des choses comme lui, tu vois, dans ce genre de situation. Et du coup, ça te déchire et j'aime trop, même si ça fait mal. J'aime trop le genre de personnages dans cette continuité qui sont égoïstes, qui voilà, font preuve de lâcheté, d'égoïsme, et tu comprends d'où ça vient. Et sinon, de manière plus positive, j'aime trop ce genre de personnage imparfait, mais qu'on voit grandir grâce notamment à la multiplicité des liens qu'il développe. Là, du coup, je vais doucement transitionner vers des archétypes un peu de relations qui me touchent et qui me rendent heureuse en fiction. Mais ce genre de personnages, voilà, qui peuvent être assez isolés, assez solitaires, qui ont du mal à se lier aux autres et qui petit à petit arrivent à s'ouvrir au monde, arrivent à s'affirmer, mais grâce aux liens qu'il tisse avec les autres. Et je pense notamment à Yuki dans Fruit Basket, son histoire. Voilà, en fait c'est totalement ça. Le mec il est tellement renfermé, il a des traumas, des blessures, il a du mal à avoir confiance dans le reflet qu'il renvoie aux autres, parce qu'il se dit que les autres ont une vision très sublimée, très idéalisée de lui, et du coup il se reconnaît pas dans ça, il a peur de décevoir les autres et que les autres ne l'acceptent pas s'il les voit dans ses failles. Et plus tard, il va développer des liens, il va se rendre compte que les gens peuvent l'aimer, même quand il est capricieux, même quand il est un peu gamin et tout. Et il va réussir à mieux s'affirmer et c'est magnifique. J'aime trop quand les relations sont exploitées ainsi, de manière à enrichir les quêtes personnelles des personnages et même des quêtes de relations et tout. J'avais dit que je voulais faire une transition, mais j'avais oublié un dernier archétype. En fait, il y en a plein. J'aime trop les personnages féminins qui font preuve de female rage. C'est cathartique, même quand elles en viennent à commettre des crimes de guerre. Je pense à Rin dans The Poppy War. J'ai rarement trouvé un personnage comme Rin, un personnage féminin comme Rin, en matière d'impitoyabilité, en matière de... Elle a plus de limites quoi. Et elle te choque parce que tu te dis mais comment est-ce que c'est possible même de l'arrêter? Et ce genre de sentiment, je l'ai presque plus jamais retrouvé, j'arrive pas à retrouver. Parfois il y a des personnages féminins où c'est horrible, mais Rin... Et ouais, au niveau des personnages féminins, même les personnages doux, Yenli dans Modatsuche, dans The Grandmaster of Demonic Cultivation. Yenli, c'est ma reine. Et Yushurwang, que je suis en train de citer de manière un peu bordélique les personnages, mais Yushurwang dans Heaven of Officious Blessing, elle est pas beaucoup mise en avant, mais elle incarne la douceur, et elle en fait pas trop, et pourtant elle arrive à remettre en place le macho de service. Et c'est trop classe, alors qu'elle le fait même pas exprès. Et ce genre de personnage féminin, j'aime trop. Voilà, ce genre de personnages qui sont calmes et qui arrivent à remettre les mecs à leur place, mais de manière tellement élégante, vraiment de manière subtile et tout, tu vois, même parfois sans faire exprès, mais ça remet les mecs devant leurs contradictions et c'est trop satisfaisant. Et même en tant que telles, elles sont juste trop cool, elles sont juste tellement adorables et j'aime trop. Ouais, les femmes comme ça, enfin bref. Sinon pour les relations entre les personnages, j'aime beaucoup particulièrement la famille et l'amitié, parce que je trouve qu'en littérature on met beaucoup l'accent sur la romance et je trouve ça un peu dommage parce qu'on fait un peu une hiérarchie, je trouve, des relations amoureuses entre guillemets, genre la romance d'abord et puis après voilà, il y a les amitiés et tout, mais c'est surtout l'être aimé qui passe avant tout et je trouve ça vraiment dommage parce que ça réduit pas mal le potentiel de richesse, de nuances dans les amitiés et les familles. Et donc j'aime trop les amitiés qui sont riches,
par exemple les amitiés imparfaites, où il y a de la peur, il y a de la vulnérabilité, où il y a des choses qui vont peut-être entraver la connexion et il y a peut-être des problèmes de communication. Moi ça me dérange pas tant que voilà, ça dure pas des tonnes et des tonnes de pages, mais je comprends si ça puise dans des raisons très humaines, très relatable, très réalistes et compréhensibles. Parce que je trouve que c'est humain en fait parfois de pas réussir à communiquer et ça peut déboucher sur de beaux messages. Et j'aime bien explorer l'imperfection de ces amitiés parce que ça montre que l'amitié peut être tout aussi complexe que notamment les romances. Par exemple, comme Amitié imparfaite, il y a dans Une vie comme les autres. Ça par contre c'est assez traumatisant, mais au niveau du portrait d'amitié, je trouvais que c'était très sensible et assez juste en matière de personnages complexes et imparfaits. Dans Heaven Official Spacing, je suis désolée, je cite toujours les mêmes œuvres parce que ce sont parmi mes œuvres préférées ever, et forcément du coup il y a plein de choses que j'ai adorées, mais dans Heaven Official Spacing, je pense notamment si vous connaissez l'amitié entre Shielen et Muching. Muching qui est également un personnage qui coche la case de personnage awkward, émotionnellement et socialement constipé parce qu'il sait pas exprimer et du coup en fait il paraît très condescendant et il y a plein de gens qui l'aiment pas et tout, il y a plein de gens qui trouvent qu'il est imbu de lui-même et qu'il fait pas beaucoup preuve d'affection, d'amour, de loyauté, mais c'est juste parce que il le fait pas de la même manière que les autres, il le fait pas ouvertement, il est timide dans sa manière de montrer son affection. Et moi je le comprends totalement parce que je suis exactement comme ça. J'aime trop leur relation parce qu'en gros avant ils étaient camarades, ils étaient compagnons et des centaines d'années ont passé. Maintenant voilà ils sont déchirés parce qu'entre temps il y a eu des dramas et tout. Et donc chez elle il se dit bah Muching en fait il m'aime plus quoi, enfin tu vois il est passé à autre chose, il a l'air très condescendant alors que Muching pendant tout du long dans sa tête et parfois tu le vois à travers des petits indices et tout, tu vois que c'est plus compliqué, que ses sentiments vers Shelen sont beaucoup plus compliqués que ça, et que il n'a pas fait une croix définitive sur leur amitié, mais voilà, c'est compliqué après des centaines d'années, et j'aime trop, et j'aime trop, et j'aime trop. Et voilà, donc là, ce sera des problèmes de communication sur des milliers de pages, mais c'est bien fait. C'est relatable et ça te tient en haleine, et j'aime trop ce genre d'amitié, ouais, qui ont des épreuves. Et là, je suis en train de lire Persona, et il y a eu ça également avec des séparations, des divergences d'opinion entre des personnages qui sont amis, mais du coup qui remettent en question cette amitié-là parce qu'ils ont l'impression que leur ami ne prend pas en compte leurs sentiments à eux dans leur relation et tout. Alors qu'en fait, faut juste communiquer, il faut juste peut-être faire preuve d'ouverture et d'empathie et de compréhension envers l'autre ami pour voir que c'est pas contre eux en fait, que faut pas le prendre personnellement et qu'il y a d'autres choses en jeu et que en tant qu'ami on peut peut-être accepter et quand même l'aimer comme eux ils nous aiment. Bref voilà. Je dérive vraiment, mais j'aime trop ces histoires qui montrent quand l'amitié peut être aussi forte, aussi centrale que la romance. Radio Silence, quel plus bel exemple. Je suis platoniquement amoureux de toi, ou même de manière plus mainstream One Piece. One Piece avec les Mugiwara, le fait que ce soit une found family et que Luffy il a retrouvé la force de vivre, de se battre parce qu'il s'est rappelé qu'il avait encore ses compagnons. Je suis en train de... Ah mon dieu. C'est enfin, vraiment dans One Piece, ouais, les relations. Oh my god. Oh my god. Oh my... Bref, j'aime bien également les relations familiales autant qu'amicales, quand il y a du angsty, quand c'est challengé et quand ça montre qu'ils ont également un potentiel de richesse, d'évolution, d'approfondissement, de mise à l'épreuve pour en ressortir plus forte et plus solide. J'aime trop ce genre d'histoire en fait qui prennent le temps de vraiment développer, de vraiment challenger ce genre de relation. Le meilleur exemple là à ce jour dans ma tête pour moi c'est Nevermore en matière de fin de famille. Dans le tome 4, sans vous spoiler, dans le tome 4, Morrigan elle remet en question un peu la fin de famille qu'elle a trouvée avec Jupiter et Jacques et les autres personnes. En fait elle se dit que ça peut pas être plus fort peut-être que les liens du sang. Et du coup elle se sent un peu jalouse par rapport aux familles biologiques, à son meilleur ami qui a ses parents biologiques et tout. Et je trouve ça tellement humain. Et en fait, ça va challenger ce concept de found family. Ça va articuler la found family avec les blessures encore ouvertes et encore vives de Morrigan, parce que c'est une enfant qui a été traumatisée à cause voilà, de la manière dont elle a été traitée par son père. Du coup, forcément, elle va pas guérir au bout de 2 pages parce qu'elle a trouvé un homme qui a accepté. Non, dans les 4 tomes, elle va quand même se poser des questions. Elle va pas forcément se sentir parfois à sa place ou quoi. Et je trouve ça tellement, tellement juste. La fin de famille, on en ressort que plus forte, que plus pertinent que jamais parce que ça a traversé tout ça, tous ces états d'âme, tous ces questionnements pour qu'à la fin,
Ça montre que la famille, ça peut être aussi importante que ta famille de sang. Sinon en matière de romance, parce qu'en vrai la romance c'est l'un des genres auxquels j'adhère le moins facilement, mais je peux adhérer quand même. Il y a des archétypes de romance, de relations amoureuses qui peuvent quand même me plaire. J'aime trop quand c'est frais. Quand les personnages ils sont maladroits, ils sont un peu awkward, ils savent pas trop comment faire, ils sont un peu timides. Ah j'aime trop. Ça me fait trop craquer. Ça dépend, parfois c'est trop sentimental et du coup je me détache un peu, mais quand c'est à juste dose, je passe à ma meilleure vie et je suis jalouse, vraiment honnêtement. Je suis jalouse des lecteurs, des lectrices qui lisent beaucoup de romances et qui s'en lassent pas et qui arrivent à s'attacher, à être attendris facilement, à s'immerger facilement dans les dynamiques de romance. Parce que je me dis, si vous ressentez ce que je ressens quand occasionnellement j'adhère à une romance, mais vous avez la meilleure vie possible en fait. Ça fait tellement du bien, c'est hyper rafraîchissant, mais partagez-moi une partie de votre cœur ou de votre cerveau pour que je ressente ça aussi plus fréquemment. Genre par exemple dans Jacobi, t'as une romance entre Abigail et Charlie. Alors normalement, j'aurais dû ne pas être vraiment attachée à eux parce que ils ont une romance qui se développe au bout du premier jour en fait. Enfin dès le premier jour il y a une attraction et j'aime pas. Je rebondirai après, mais je préfère les slow burn, mais vraiment les slow burn. Mais pour Abigail et Charlie, c'est juste qu'ils sont trop mignons. Ils sont trop mignons. Charlie, c'est un mec, il est tellement rafraîchissant. Il est maladroit. Enfin, je sais pas comment dire, il est gentil. Voilà, encore une fois, j'aime trop le personnage gentil. Green flag, comme ça. Et ça me fait craquer. Et Abigail, ma fille, je l'adore. Elle est trop drôle et tout. Et il y a une dynamique qui marche bien. Du coup, dès le premier jour, j'étais vraiment attachée. Donc, j'ai pas trop vu le problème. Même si, de base, ça aurait dû me déranger. Parce que, comme je l'ai dit, je préfère les solo burn. Mais quand je dis solo, c'est slow. Vraiment, dans le premier tome, par exemple, je veux qu'il n'y ait rien, que ce soit entièrement platonique et amical, avec aucun soupçon de romance, idéalement. Parce que je veux profiter d'abord de leur relation platonique et que ça me laisse m'attacher à leur relation de manière amicale, où tu les vois développer une connexion. Vraiment, ça m'insupporte. Honnêtement, ça m'insupporte quand dès la phase enemies ou la phase friends, il y a déjà des soupçons d'attraction physique, de tension sexuelle qui émergent, parce que je trouve que c'est pas 100% enemies ou amis. Je trouve que c'est trop forcé. Alors que par exemple dans la saga d'Aivabad entre Nari et Ali, au début en plus il y avait une fausse route parce que tu pensais que ce serait une romance entre Nari et Dara. Dara qui est un djinn d'un milliard d'années, je sais pas ce qu'il faut avec une gamine de 19-20 ans, enfin bref. Au début j'avais trop peur, je me disais putain cette romance là... tellement prévisible, c'est horrible et tout. Et en fait non, c'est une romance dans le tome 2 entre Nari et Ali. Et j'aime trop. J'ai pleuré tellement j'étais heureuse parce qu'il y avait un moment trop choupiné entre Ali et Nari parce que Ali lui a dit un truc, c'est simple, hein, vraiment basique de chez basique, mais ça sortait de son cœur. Tu sentais que c'était sincère et après il se rattrape parce que il est trop maladroit, il assume pas trop et tout. J'ai pleuré, j'ai pleuré, j'ai pleuré parce que c'était juste trop mignon et ça m'a rendue heureuse. Et avec Nari et Ali dans le premier tome, ils sont juste amis. Et en plus, il y a des secrets et tout, du coup c'est compliqué, du coup il y a du angsty en plus. Et au début c'est vraiment de la pure amitié et du respect mutuel parce qu'au début ils sont ennemis. Voilà, Ali la traite mal, c'est condescendant et tout, mais après plus tard voilà, il prend le temps de s'excuser et c'est trop mignon et après ils commencent à développer des affinités, des points communs, à passer de bons moments ensemble de manière platonique et du coup ça m'a aidé à vraiment être convaincue quand il y a des sentiments plus romantiques qui émergent parce que je me dis bah oui forcément c'est normal parce qu'en fait ils sont faits l'un pour l'autre, parce que c'était déjà amis, ils s'entendaient déjà bien et tout. Moi j'aime pas quand ça survient comme ça, de manière que je trouve forcée. Mais Nari et Ali, oh, j'aime trop. Et la fin. Bref, j'en dirai pas plus. Sinon, j'aime bien en matière de romance également. Alors, vous allez me prendre pour une sadique ou une fille sans âme, mais j'aime trop quand deux personnages sont amoureux. En tout cas, il y a de l'attraction, mais il y a tellement trop en jeu autour d'eux que ils font le choix de ne pas être ensemble à cause de leurs ambitions personnelles, à cause de leurs intérêts, à cause, je sais pas, de l'avenir du pays. En fait, par exemple, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui préfèrent un homme qui oserait brûler le monde pour eux, plutôt que quelqu'un qui oserait te tuer pour sauver le monde, tu vois. Moi, c'est l'inverse. Je préfère... ouais, je préfère quelqu'un, surtout si c'est une fille, je sais pas pourquoi, mais genre quand une fille fait le choix de, je sais pas, peut-être pas de tuer, je vais pas aller jusque là, mais d'abandonner le mec parce qu'elle a trop d'ambition, tu vois. Parce que, je sais pas,
elle veut conquérir le monde, parce que elle est trop unhinged, parce que female rage, parce que je sais pas, juste comme ça, elle est trop plus pragmatique et tout, je sais pas. Je trouve ça badass en quelque sorte. Je trouve ça plus intéressant en fait que si c'était une romance, tu vois. Je trouve que du coup ça complexifie encore plus les sentiments amoureux. Du coup ça rajoute un intérêt supplémentaire par rapport au dénouement romantique qu'on voit déjà, et même si ça peut faire du bien évidemment, mais je trouve que c'est plus original quand ça prend le chemin du bad ending entre guillemets où la romance se concrétise pas forcément, et je trouve que c'est plus réaliste également parce que parfois il y a des facteurs qui font que ça peut pas forcément se concrétiser parce que tu le vois plus grand ou c'est pas compatible avec ce que tu veux plus tard, enfin bref. Et je trouve que c'est une représentation ouais, qui est assez rafraîchissante en quelque sorte et qui offre une vision moins idéalisée de la romance, de l'amour, où voilà les sentiments surpassent tout et avec ça tu peux vaincre le monde entier quoi. Voilà, sur ces belles paroles pas trop jolies non plus, je crois que j'ai terminé. Je sais qu'il y a d'autres choses, je sais qu'après je vais me dire putain mais il y avait ça aussi qui me rend heureuse et tout, mais pour l'instant je trouve que ça va, je trouve que c'est assez suffisant. N'hésitez pas à me partager vous également les archétypes de personnages que vous aimez particulièrement, les types de relations également. Merci infiniment de m'avoir écouté jusqu'à la fin, j'espère que ça a été intéressant, même si voilà, ça reste assez léger et je sais pas trop ce que ça vaut, parce que c'est juste mon avis personnel sur tout et rien, je sais pas trop, bref. J'espère quand même que ça a été entertaining au moins. Merci beaucoup et je vous retrouve pour d'autres vidéos plus approfondies en termes de lecture ou légères comme ça, parce que ça fait du bien aussi. À bientôt peut-être, je sais pas, j'espère, salut!